Avec Podcast Up, écoutez le monde du travail changer. La qualité de vie et des conditions de travail est devenue un sujet essentiel qui s'est accéléré après la crise sanitaire, avec notamment le développement du télétravail, au point qu'une semaine entière lui est consacrée en juin dans les entreprises, qui du coup se doivent d'élaborer une véritable transformation en matière d'organisation, de relations au travail, au-delà des services, produits et technologies qu'elles proposent. Pour parler de ces sujets importants, nous sommes avec Anaïs Georgelin, fondatrice et présidente de So Many Ways, qui aide les entreprises à appréhender ces évolutions et à les mettre en place. Anaïs Georgelin est par ailleurs conférencière, avec l'ambition de permettre au plus grand nombre d'acquérir les clés pour s'épanouir au travail. Aujourd'hui, dans la transformation culturelle des entreprises, il faut d'abord gérer le fait que nos usages en matière de travail et de carrière ont évolué. On ne reste plus forcément dans la même boîte toute sa vie. Les entreprises doivent prendre en compte le fait que leurs collaborateurs peuvent, presque du jour au lendemain, les quitter. C'est une situation qu'il faut pouvoir gérer aujourd'hui. Comment faire, Anaïs Georgelin ? Certes, ça a été accéléré par le Covid, mais on parle bien d'une accélération d'une tendance de fond qui était déjà là. Le deuxième point que j'aime mentionner assez vite, c'est que le sujet est beaucoup plus contextuel que générationnel. On prend souvent l'angle de vue générationnel en disant c'est les jeunes, ils veulent plus ou ci ou ça. En réalité, c'est le monde dans lequel on vit. Parmi les forces en puissance qui ont un impact sur tout ça, on va avoir les évolutions très très rapides des métiers, des compétences, les nouvelles technologies, les nouveaux usages qui vont de plus en plus vite. Donc on change de métier, on change d'entreprise parfois parce qu'on veut et puis aussi beaucoup parce qu'on n'a pas le choix et qu'il faut se réinventer, il faut se repositionner. Et dans les nouveaux rapports au travail que vous mentionnez, pareil, peut-être que les jeunes expriment les choses un peu plus fortement parce qu'ils peuvent se le permettre. Leurs décisions n'engageant souvent encore que eux peuvent être exprimées plus fortement, mais finalement dans le fond ça concerne beaucoup de gens, quelles que soient les générations. Mais effectivement, on n'a peut-être pas la même manière d'aborder les choses quand on est un peu plus âgé ou quand on est jeune. J'ai l'exemple d'une amie qui, dans son entreprise où elle est depuis de très nombreuses années, me disait il y a pas longtemps, j'ai l'impression que là, ils essaient de m'écarter du poste qu'ils m'avaient promis, etc. Et je lui disais, mais peut-être tu devrais refaire ton CV et retenter ta chance auprès d'autres entreprises, ne serait-ce que pour leur dire, attendez, moi on me propose ça, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce qu'il faut agir comme ça aujourd'hui ? En tout cas, ça dépend de quel angle de vue on se place. Il est bon, dans un monde en mouvement où les métiers changent souvent, de cultiver son employabilité. Donc, ça peut passer par ça, par les chasseurs de tête ou la remise en mouvement sur le marché de l'emploi. Ça passe aussi en interne d'une entreprise par faire des mobilités. Quand on est dans des grands groupes et qu'il y a des options de mobilité, saisir ces options-là, y aller. Il y a aussi un sujet qui nous est cher, qui est de job crafté, donc de réinventer son poste sans changer forcément, mais de réinventer, de repenser la manière dont on fait son travail au quotidien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on a un poste, on en fait ce qu'on a envie d'en faire en fait ? C'est un peu ça ? Oui, il y a toujours on a toujours une marge de manœuvre sur la manière dont on fait notre travail. Il y a le travail prescrit, celui qui est écrit à la base sur la fiche de poste, et on nous dit c'est ça qui est attendu de vous. Et puis après, il y a le travail réel qui est qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre des objectifs et pour que ça fonctionne. Dans tous les postes, il y a une petite marge de manœuvre qui permet de mettre un peu de singularité, un peu de soi, trouver plus de plaisir, plus de sens, soit aussi pour développer de nouvelles compétences, rester employable si on est sur ce sujet-là. Avec So Many Ways, votre mission, dites-vous, est de permettre à un maximum de personnes de vivre une expérience de travail enthousiasmante. C'est très sympathique quand on le lit comme ça, mais ça veut dire quoi ? Oui, nous, notre cœur de sujet depuis plusieurs années, c'est le sens au travail. Et le constat que le sens au travail, c'est pas un truc de jeune, c'est pas un truc de bobo non plus, c'est un besoin universel. C'est ce qui fait notre humanité, avoir ce besoin de sens. Et dès lors qu'on se rappelle que le sens, c'est la cohérence entre nos besoins et la réalité, et pas avoir un impact social à travers son travail ou tout un tas d'idées qui nous viennent quand on parle de sens au travail, c'est quelque chose d'un peu plus trivial et d'un peu plus personnel. On se rend compte que ça concerne tout le monde et que c'est un facteur clé de performance des entreprises. Parce que qui dit sens dit engagement dit performance. L'équation, on la connaît. Donc c'est ça notre sujet. Et pour permettre à chacun de trouver ce sens, on va donner les clés aux collaborateurs dans l'entreprise pour être acteurs de leur travail.
Que ce soit pas un vœu pieux où on dit soyez acteurs, mais qu'ils aient les moyens concrets d'agir sur leur travail, d'identifier où ça va un peu moins bien, et si ça va moins bien, qu'est-ce qu'on peut faire. Et comme on mène pas une transformation du monde du travail uniquement par un angle, on accompagne également les lignes managériales à avoir les bonnes postures et à jouer le bon rôle en face des collaborateurs. On va y venir dans un instant parce que c'est un aspect important effectivement que vous évoquez, Anaïs. Mais du coup, la notion de travail, ça veut dire quoi? Il faut la redéfinir aujourd'hui? Je sais pas s'il faut la redéfinir. Peut-être déjà, selon si on est sociologue, psychologue, enfin tout le monde a sa petite définition, travail, emploi. Nous on va considérer ici l'emploi, le travail contre lequel on a une rémunération, un contrat. Je sais pas si c'est en ça qu'il faut redéfinir que d'oser laisser un peu plus de pouvoir d'action aux collaborateurs sur leur manière d'exercer le travail. Et bien de se dire qu'en fait, ils le font déjà. Il y a intérêt à l'encourager quelque part. Il faut pas en avoir peur en tant qu'entreprise, au contraire, parce que c'est la clé de la performance, c'est la clé de la rétention, c'est la clé de l'engagement. Voilà, on est des humains. On n'est pas là pour le travail taylorisé comme on a pu le voir il y a quelques années et à montrer ses limites. Et on est dans une nouvelle ère. On attend tous que les choses soient personnalisées dans notre vie en tant que client, en tant que citoyen. Et on entend aussi en tant que collaborateur. Et vous le dites, c'est aussi le problème, entre guillemets, des managers qui sont souvent pris entre deux feux, notamment dans les grandes entreprises, avec des collaborateurs qui ont aujourd'hui toutes ces nouvelles revendications dont vous venez de nous parler quant à leur qualité de vie au travail, et puis des N+1 ou N+2 qui n'ont pas forcément pris conscience encore de cet état de fait. Alors comment est-ce qu'on peut les aider? Oui, alors le rôle du manager est pas évident, il se complexifie de plus en plus, parce que autant il y a encore quelques temps, le bâton, la carotte, ça avait encore un petit peu une place. Aujourd'hui, c'est fini. Donc il faut être plus fin, plus subtil, et c'est pas évident. Il y a deux niveaux. Il y a effectivement N+1, N+2. Donc si on se rapproche de la direction de l'entreprise, l'enjeu, ça va être de pousser, d'encourager une culture managériale en adéquation avec son temps. Donc, qui va être davantage sur le care, le prendre soin, qui va être davantage sur la personnalisation de l'expérience collaborateur, sur le donner du sens. Ça va être aussi de mettre en place une manière de penser, ça va être de choisir des managers pour les bonnes raisons. Et les bonnes raisons, c'est d'aimer les gens. On peut pas être un bon manager si on n'aime pas foncièrement les gens, qu'on n'a pas envie de s'atteler à cette tâche de les motiver chaque jour. Et aujourd'hui, en France notamment, on choisit encore trop souvent la filière managériale parce que c'est la manière de faire carrière, d'avoir une forme de reconnaissance par ce biais-là. Et donc, le but du jeu du dirigeant, c'est à la fois de revaloriser les filières d'expertise à côté des filières managériales pour qu'elles aient le même statut quelque part et que quand on choisit le management, on y aille pour les bonnes raisons. Et ensuite, si je vais en dessous sur les principaux enjeux attendus des managers, c'est d'être capable d'être en conversation continue, authentique avec les collaborateurs. L'entretien annuel où on se parle une fois par an de ta vie, ton œuvre et tes souhaits. D'ailleurs, on parle souvent beaucoup de la performance et pas beaucoup de sens. C'est pas suffisant. Aujourd'hui, quand on voit les taux de turnover qu'on a dans certaines entreprises et le nombre de démissions surprises qui arrivent sur le bureau du RH ou du manager sans qu'il y ait aucun signal faible, donc aucune capacité d'ajuster. C'est dommage. Là, il y a déjà un coût énorme pour les entreprises et puis un nombre d'opportunités loupées. Donc, le rôle du manager, ça va être ça, d'entretenir ces conversations continues pour capter les signaux faibles, comprendre les leviers d'engagement des gens et ensuite d'avoir la boîte à outils qui permet de personnaliser, d'adapter son accompagnement en fonction des gens et des situations. C'est un peu une petite révolution dans les entreprises aujourd'hui parce qu'effectivement, jusqu'à maintenant, c'était des évolutions de carrière. Est-ce le rôle du DRH de dire « Attention, ce candidat-là n'est pas assez humain » ou est-ce qu'on pourrait imaginer des formations pour être plus humain ? Il y a plein de choses qui s'apprennent, évidemment, sur lesquelles on progresse, mais là où il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de chemin. Si on n'est pas là pour les bonnes raisons, c'est un vœu pieux. On va essayer de développer des gens qui, de toute façon, c'est toujours ce qu'on voit. Nous, on fait de la formation manager. Et ceux qui loupent jamais une formation, qui n'ont pas une excuse pour pas venir, etc., c'est les meilleurs. Les autres, ils ont toujours une excuse pour pas se former, vous voyez, pour pas progresser. Donc, oui, c'est une petite révolution. Très concrètement, ça passe déjà par avoir un référentiel managérial qui est clair. C'est quoi le rôle des attendus, les responsabilités, qui va servir non seulement à évaluer régulièrement en tant que manager sa posture, on est bon, pas bon, et voir sur quoi on peut progresser, mais qui va aider aussi à expliciter c'est quoi le rôle, c'est quoi les attendus au moment du recrutement, du choix d'une filière managériale.
Vous avez évoqué, Anaïs, le turnover dans les entreprises aujourd'hui. C'est vrai que les dirigeants de TPE, PME et ETI, mais aussi les grandes entreprises, ont de plus en plus de difficultés au niveau des recrutements. Que doivent-ils faire pour essayer d'inverser la tendance? On parle beaucoup de la marque employeur. Est-ce un critère de devenir sexy pour attirer les bons collaborateurs? C'est risqué de miser tout sur la marque employeur. On a connu le greenwashing. Ah bah tiens, je vais dire partout que je fais des choses pour l'environnement, la société. Puis en fait, c'est pas vrai quand on rentre à l'intérieur et on se prend l'effet boomerang derrière. Aujourd'hui, on est dans l'ère du social washing. Il y a tellement d'enjeux de recrutement qu'on redouble de promesses quelque part, mais avec le même risque. C'est-à-dire qu'on dit des choses et derrière, quand on rentre dans l'entreprise, c'est pire. Et ça, c'est vraiment une très mauvaise manière de dépenser de l'argent parce que le ROI va être peut-être positif à court terme, mais ça va pas durer et après on va creuser le gouffre parce que ça va très vite sur les réseaux sociaux, sur les sites internet. Maintenant, on note l'entreprise, on donne des avis. Donc, s'il y a un décalage entre la promesse et la réalité, ça marchera pas. C'est comme toutes ces boîtes qui ont dépensé parfois, plusieurs millions, voire centaines de millions pour refaire des bureaux rutilants, mais qui derrière n'ont pas d'argent pour former leurs managers. Vous voyez, pour moi, c'est mettre un petit peu la peinture avant les murs. Et je peux vous assurer que les gens resteront dans votre boîte beaucoup plus parce que leur chef est bon que parce que les murs sont bien peints avec une jolie couleur et des corbeilles de fruits, vous voyez. Donc voilà, la marque employeur, c'est un peu ça, à mon avis. Je comprends qu'on le fasse. Je ne dis pas qu'il faut pas le faire. Mais je pense que si on a un budget de 100, il faut au moins diviser par 2 entre qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on fait pour que ça change. Donc si je comprends bien, il vaut mieux plutôt s'occuper des managers et des dirigeants d'une entreprise pour pouvoir faire les bons recrutements, plutôt que de s'intéresser à la marque employeur. Oui, alors des managers, des dirigeants et des collaborateurs. En fait, on est dans des logiques de panier percé quand on investit beaucoup en recrutement et en marque employeur. Et c'est logique, je veux dire, intellectuellement, on cherche des solutions là où on a très mal. Le symptôme, c'est qu'on n'a pas assez de personnes et le besoin, c'est qu'il faut qu'on recrute. Donc, c'est normal qu'on fasse ça. Mais on traite pas le symptôme. Et donc, on est dans des logiques de panier percé. On fait rentrer des gens de ma boîte à grand renfort d'argent. Si je compare ça au coût marketing, au business, vous mettez plein d'argent pour aller chercher des clients, mais derrière, ils restent pas chez vous. Donc, c'est pareil. À l'intérieur des entreprises, donner les clés aux gens pour être acteurs de leur travail, pour pouvoir refaçonner leur quotidien, travailler leur projet professionnel en interne et la mobilité aussi, tout ça, c'est des leviers hyper puissants de rétention et d'engagement qui valent le coup sur lesquels il faut investir. On voit aussi de plus en plus de personnes devenir indépendants. Moi, je le vois dans mon métier de journaliste, des gens qui quittent justement leur entreprise, qui se mettent en indépendant au service des entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le CDI est en train d'évoluer. Est-ce qu'il a encore de l'avenir, le CDI, aujourd'hui? Oui, le CDI a encore de l'avenir. Faut pas se mentir, on est plutôt sur 2 dynamiques qui sont côte-côte, d'ailleurs où les gens passent de l'un à l'autre puis de l'autre à l'un, plutôt que le modèle dominant va devenir ou redevenir une freelance. Parce que fut un temps, on appelait ça les tâcherons, les gens qui travaillaient à la tâche de manière indépendante. C'est pas beaucoup de personnes qui vont en freelance finalement. Vous donniez l'exemple du journalisme, c'est ça, on fait partie. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a une grande évolution. Si on prend les chiffres du nombre de freelance, ça a explosé ces 10 dernières années. Mais ça en France, ça comprend aussi toutes les personnes qui subissent et qui sont dans des emplois précarisés, ubérisés. Et à côté de ça, bien sûr, ces gens qui ont des compétences et qui ont envie de plus de liberté, de manière d'organiser leur travail. Parfois, c'est un peu, on se rend compte que pire que le patron, il y a le client. Et que, en plus, le client nous assure pas la sécurité qu'on avait avec le CDI. Donc, voilà, on passe de l'un à l'autre aussi. Et je pense que c'est plus ça, l'histoire vers laquelle on va, des vies professionnelles plurielles en termes de métier, de statut, d'entreprise et beaucoup de mouvements, du coup. Mais selon vous, le CDI va continuer, il a encore de l'avenir. Oui, je crois que la sécurité qui va avec le CDI a de beaux jours encore devant lui. Alors on entend beaucoup les entreprises bien sûr communiquer autour de ces évolutions, de travail, de ce qu'ils mettent en action, mais est-ce que, alors certaines le disent, d'autres le font, est-ce que vous avez peut-être 1 ou 2 exemples d'entreprises qui sont devenues attractives justement aujourd'hui en changeant un petit peu leur mindset? Je pense que c'est une question qui est dure à répondre, donc on trouverait toujours quelqu'un qui dirait le contraire. Et c'est des transformations longues. J'ai presque plutôt des contre-exemples, donc j'ai pas envie de les citer, mais d'entreprises qui ont fait beaucoup de social washing et sur qui sont en train de retomber.
Donc, je vous fais une réponse un petit peu à côté. Je suis désolée, mais c'est intéressant aussi de regarder ceux qui ont beaucoup parlé, pas beaucoup fait. Et voilà, il y a qu'à aller voir dans les écoles de commerce, des écoles d'ingé, les jeunes étudiants qui sortent, où est-ce qu'ils ont envie d'aller ou pas, et comment la tendance a évolué. Et ces entreprises-là ont beau parfois faire de la très, très belle marque employeur, ça change pas le sujet. Donc, j'ai envie d'aller chez eux. Bon, on entend parler des sujets d'environnement, mais c'est pas tant ça que des cultures d'entreprise qui sont pas saines, qui font mal, qui exploitent. Et puis, voilà, n'allez surtout pas là et on se passe le mot. Votre réponse est intéressante parce que ça veut dire aussi que une semaine comme la semaine qui est organisée là en juin sur la qualité de vie et des conditions de travail, ça reste encore important. Ça veut dire qu'il faut encore faire beaucoup d'informations, beaucoup d'éducation dans les entreprises sur ces sujets. En fait, le sujet QVT, QVCT, maintenant, on connaît, on entend depuis des années. On l'a beaucoup pris par les artefacts, les corbeilles de fruits, les cours de sport, voilà, tout ce qu'on a pu dire. Ça l'a un petit peu dévalorisé, c'est dommage, alors que le fond du sujet, c'est vraiment le travail, quoi, les conditions de travail, vous l'avez dit, et c'est pour ça qu'ils ont rajouté l'OC. Les salles de sport, les corbeilles de travail, c'est en train de disparaître un petit peu là aujourd'hui. Complètement, mais l'imaginaire QVT, du coup, chez beaucoup de gens reste, c'est bullshit. Alors que non, en fait, c'est le fond du sujet. Et donc, c'est très bien qu'on ait rajouté le C pour faire évoluer les perceptions. Et oui, ça reste important. Et je crois que c'est surtout, faut continuer de convaincre au plus haut niveau des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, les RH sont pas au compte de résultats, apparaissent pas clairement au compte de résultats de l'entreprise. Et donc, on coupe et on a encore un nombre d'entreprises hallucinantes où, au plus haut niveau, dans les comités de direction, il n'y a pas de RH, quoi. Comment c'est possible? Ce qui fait le cœur d'une entreprise, c'est l'humain. Il n'y a pas de business, il n'y a pas d'humain. Et c'est là qu'il est le sujet. C'est au plus haut niveau des entreprises. Si on ne remet pas le sujet au cœur, on peut faire toutes les belles stratégies business et marketing qui vont, ça ne marche pas. Comment vous voyez-vous, en tant qu'experte, le monde du travail évoluer? Vers quel modèle est-ce qu'on se dirige? Vous avez une idée de ça? C'est un petit peu ce que je vous disais précédemment, c'est pluriel. C'est pluriel dans les modalités et c'est pluriel dans les aspirations. Et pas une question d'âge. Dans une même génération, on peut avoir des aspirations différentes. Il y a moins de différence entre mon rapport au travail à moi, Anaïs, et mon père, alors qu'on a une génération d'écart aujourd'hui, qu'entre un jeune qui a le même âge que moi et qui est resté dans ma Creil, là où j'ai grandi, qui n'a pas fait d'études, et moi. Donc pluriel. Et je crois que le grand défi des 10 années à venir pour les entreprises, ça va être de personnaliser l'expérience collaborateur vraiment. Et comme on peut pas faire un cas à une personne, on peut pas individualiser, c'est ni possible ni souhaitable pour des questions d'équité. Ça va être comment pardonnez-moi l'oxymore, mais on standardise la personnalisation. C'est-à-dire comment on arrive à avoir plusieurs options proposées aux collaborateurs où les personnes peuvent passer de l'une à l'autre tout au long de leur parcours et de leur carrière. Donc personnaliser en termes d'horaire, par exemple, la semaine de 4 jours pour tout le monde, typiquement, c'est quelque chose auquel je crois pas. Ah bon, c'est pas une évolution la semaine de 4 jours pour vous? On verra si l'avenir me dit raison, mais je crois pas. Je crois que l'évolution, c'est la personnalisation du rapport au travail et du temps de travail. Et il y a des moments de ma vie où, en fait, j'ai la niaque, j'ai envie, mais j'en fais partie, je suis entrepreneur. Ça n'a pas de sens pour moi de ces 4 jours. Je bosse déjà plutôt 6 que 4. Et j'ai envie de ça à ce moment donné de ma vie. Ça me passionne. Vous voyez, je suis pas la seule qui ait ce rapport au travail-là. Et à un autre moment, j'aurais envie de travailler moins et de faire autre chose. Si je prends d'autres exemples d'un parent qui est solo en garde alternée, il a plus besoin une semaine sur 2 d'avoir des semaines light sur 5 jours pour faire la sortie des écoles et être serein que d'être toutes les semaines à 4 jours à bourrer un peu le truc, vous voyez. Donc, je crois que la semaine de 4 jours, c'est pensé comme dans le monde d'avant, dans le monde d'aujourd'hui. Dans le monde d'avant, on standardisait tout. Aujourd'hui, on a besoin de personnalisation. Donc, voilà. Une équation passionnante qui va bien nous occuper, je pense. C'est passionnant de vous écouter aussi parce que vous avez, on peut le dire, sur beaucoup de personnes qui sont sur ces sujets, une longueur d'avance par rapport justement à vos activités. Alors, une petite dernière question, Anaïs, qui est traditionnelle du podcast Up. Est-ce que vous pouvez nous donner une bonne adresse de restaurant pour lequel vous avez eu un coup de cœur ou un restaurant dans lequel vous aimez aller régulièrement? Je vais vous dire mon petit lieu caché. C'est le meilleur rapport qualité-prix de Paris, honnêtement. Ça s'appelle La Réserve, dans le 11e arrondissement de Paris. C'est rue Léon Fro, c'est tenu par Ronan et Florent, de passionnés.
une carte délicate, c'est fin, c'est bon, on est reçu avec le sourire. Je vous le recommande, réservez, il n'y a pas beaucoup de tables, c'est extraordinaire. La réserve, c'est noté, on va réserver. Merci beaucoup Anaïs pour votre expertise, merci d'avoir passé ces quelques instants avec nous pour ce podcast Up particulièrement passionnant. Merci à vous. Merci à vous, au revoir. Avec Podcast Up, écoutez le monde du travail changer.